En juillet dernier, l'Observatoire Atlas, un réseau de télescopes chargé d'identifier les astéroïdes dangereux pour la Terre, a fait une découverte inédite. Au-delà de l'orbite de Jupiter, il a identifié un objet voyageant à très grande vitesse. Dans les jours qui ont suivi, sa trajectoire a pu être calculée, ce qui lui a permis de rentrer dans une catégorie encore restreinte, celle des objets interstellaires. Des objets qui ne viennent pas du système solaire, qui passent près de nous au hasard de leur route et qui repartent à jamais. Ces objets, il en passe près du Soleil depuis sa création. Seulement, cela ne fait que quelques années que l'humanité dispose des capacités nécessaires pour les détecter. Alors forcément, chaque nouvelle détection est un petit événement, qui s'invite même dans les médias généralistes. Les deux premiers objets interstellaires, Oumuamua et Borisov, sont apparus comme assez différents l'un de l'autre. Et voilà que le troisième visiteur, 3i Atlas, semble lui aussi afficher des caractéristiques qui le rendent très particulier. On est ainsi en train de découvrir une population diverse qui nous offre malheureusement pour un temps limité l'occasion d'explorer d'autres systèmes. Oumuamua, Borisov et Atlas ont au moins un point commun. On pourrait tous les qualifier comme étant des comètes. Oumuamua est peut-être celui qui a le statut le plus flou. Il n'a pas montré de queue cométaire, signe d'un dégazement important. Une de ses caractéristiques qui l'a cependant rendu célèbre, c'est son accélération non gravitationnelle. En quittant notre système, il semble avoir mis le pied sur l'accélérateur, ce qui n'est pas tout à fait normal pour un objet inerte. Cela a valu des hypothèses très médiatisées, comme quoi on avait affaire à un vaisseau interstellaire. Cela reste extrêmement improbable. L'accélération en question est de 17 mètres par seconde, pas vraiment de quoi écourter un voyage entre les étoiles. Il est plus probable qu'Oumuamua ait en fait bel et bien connu un dégazement cométaire concentré dans la direction du Soleil, et que ce soit ces petits éjectats de gaz et de poussière qui lui aient donné un coup de pouce. Pour Borisov et Atlas, aucun doute. Ces objets ont largement dégazé et cela nous vaut d'ailleurs de très belles images. Voilà qui nous apporte une première leçon, 3 objets interstellaires et 3 comètes. Un début de tendance qui pourrait nous aider à comprendre notre propre système. On a identifié dans le système solaire plus d'1 million d'astéroïdes. On ne connaît en revanche que quelques milliers de comètes. On pourrait croire que les premiers sont plus nombreux que les secondes. Mais c'est certainement faux, et nos 3 objets interstellaires en sont la preuve. Les comètes qu'on parvient à observer sont celles qui se rapprochent du Soleil. Les réservoirs d'objets cométaires se trouvent dans les régions externes du système, au niveau de la ceinture de Kuiper, puis du nuage d'Oort. Si on prend ces 2 réservoirs en compte, alors les objets cométaires sont probablement bien plus nombreux que les astéroïdes. Le fait que nos 3 premières découvertes d'objets interstellaires penchent du côté de la comète est une bonne indication que le nuage d'Oort existe bel et bien. Si les astéroïdes étaient les plus nombreux dans la majorité des systèmes de la galaxie, alors on aurait selon toute vraisemblance observé un ratio différent sur les premiers objets interstellaires. Vous allez me dire, 3 objets, c'est un tout petit échantillon. Mais si on a de la chance, les détections vont se poursuivre et on pourra rapidement confirmer cette tendance. Au-delà de cette ressemblance, nos visiteurs venus d'autres étoiles sont cependant très divers, dans leur vitesse, leur taille, leur composition ou la direction de leur origine. Ils nous montrent qu'il faut probablement quelques dizaines ou centaines de découvertes avant de voir émerger des tendances générales, et donc pour pouvoir dire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. En premier lieu, il faut déjà dire que certaines grandeurs sont très incertaines. On est par exemple incapable de dire quelle taille font vraiment Borisov et Atlas. Pour Oumuamua, cela a été un peu plus simple, en l'absence d'une queue cométaire visible. Pourtant, même dans son cas, les estimations de forme et de taille sont multiples. On est sûrement en face d'un objet d'une centaine de mètres de diamètre, avec la forme d'un cigare ou d'une crêpe. Pour Borisov et Atlas, les choses sont beaucoup plus compliquées. Quand on observe l'objet, on voit d'abord sa queue cométaire, qui peut être immense. Mais le noyau de la comète représente une fraction de cette taille. C'est vrai pour toutes les comètes, même celles qui viennent du système solaire. Pour Borisov, on a d'abord cru qu'il était immense, jusqu'à plusieurs kilomètres de diamètre. En observant son accélération non gravitationnelle, similaire à l'effet subi par Oumuamua, on a ensuite déduit qu'il était certainement beaucoup plus petit, de l'ordre de quelques centaines de mètres. Pour Atlas, on a un premier indice de taille.
À distance égale du Soleil, le nouveau venu est beaucoup plus lumineux que Borisov, d'environ 2 magnitudes. Si Borisov fait bien quelques centaines de mètres, alors le noyau d'Atlas devrait être de l'ordre du kilomètre. Le problème de cette analyse, c'est qu'elle est comparative. Si on se plante sur Borisov, alors on se plante sur Atlas. D'ailleurs, d'autres chiffres circulent. On peut ainsi trouver des estimations qui vont jusqu'à 1 km de diamètre pour Borisov et 5 km pour Atlas. Ce qui est sûr, c'est que notre troisième objet interstellaire est un beau bébé. C'est certainement le plus gros jamais détecté dans le système solaire. Comme pour les météorites ou comètes du système, on peut s'attendre à une relation entre la taille et la rareté. Statistiquement, les gros objets devraient traverser le système solaire moins souvent que les petits. Cela fait déjà d'Atlas une prise précieuse. Mais sa taille n'est que la première de ses particularités. On peut également mettre en avant sa vitesse. Par rapport au Soleil, Atlas est l'objet interstellaire le plus rapide jamais détecté. Il a été détecté à environ 60 km par seconde. C'est considérablement plus rapide que Borisov et Oumuamua. À ça, on peut ajouter une trajectoire tout aussi surprenante. Atlas circule quasiment dans le plan de l'écliptique du système solaire. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel les planètes gravitent. Elles sont toutes bien alignées avec des orbites entre guillemets plates par rapport à ce plan. C'est normal, les planètes se sont formées dans un disque protoplanétaire, et un disque c'est plat. Un objet qui ne vient pas du système peut cependant arriver à n'importe quel angle. D'ailleurs, Borisov et Oumuamua ne s'en sont pas privés. Tous deux sont arrivés par le haut du système, entendez une nouvelle fois les guillemets. Atlas, pour sa part, a une inclinaison de 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Sans sa vitesse extraordinaire, il aurait ainsi pu se faire passer pour un autochtone. C'est un hasard, certes, mais ce n'est pas la seule mesure surprenante d'Atlas. On peut en effet répéter le même exercice à l'échelle de la Voie lactée. Si on remplace le plan de l'écliptique par le plan galactique, un plan qui coupe la Voie lactée le long de ses bras, on peut aussi diviser sa vitesse en 2 vecteurs. Un vecteur horizontal à l'intérieur du plan et un vecteur vertical qui le fait sortir du plan. Pour Atlas, on trouve un vecteur horizontal de 51 km par seconde. Ce dernier éloigne l'objet interstellaire du centre galactique. Ce qui est le plus intéressant, c'est cependant son vecteur vertical, qui est égal à 18,5 km par seconde. C'est un vecteur sensiblement plus important que celui des étoiles environnantes. Cela nous dit qu'Atlas n'a pas une trajectoire très plate au sein de la Voie lactée, il aurait plutôt tendance à faire les montagnes russes. Sur cette simulation, on peut voir la trajectoire du Soleil en jaune, et celle d'Atlas en rouge. On voit bien que l'objet interstellaire prend beaucoup plus de liberté entre le nord et le sud de la Voie lactée comparé à notre étoile. Ce paramètre est intéressant, car il peut nous donner une idée de l'origine de l'objet. Notre galaxie comporte plusieurs régions. Un bulbe central, où se trouve la plus grosse concentration de matière, et un disque qui l'entoure, où s'étendent les bras. Autour de ces derniers, on trouve des amas globulaires et le halo qui englobe le tout. Le disque de la galaxie peut être séparé en 2 composantes. Un disque fin, là où se trouve le Soleil, et un disque épais qui contient des étoiles à la trajectoire un peu plus verticale. La trajectoire d'Atlas pourrait justement correspondre à une origine venant du disque épais. Ce n'est pas certain, il pourrait aussi venir du disque fin, mais la possibilité est très intéressante. En effet, les étoiles du disque épais sont en général beaucoup plus anciennes que celles qu'on trouverait dans le disque fin. Si Atlas est bien originaire d'une de ces étoiles, alors il pourrait être l'objet le plus ancien qu'on ait jamais imagé dans le système solaire. Il pourrait même être considérablement plus vieux que le Soleil. Certaines estimations placent ainsi son âge entre 7 et 14 milliards d'années. Encore une fois, cela repose sur une estimation d'origine qui ne dépend que de sa trajectoire par rapport au plan galactique. Mais c'est un indice tout de même. La direction de laquelle Atlas provient dans le ciel est également étonnante. Vu depuis la Terre, il vient de l'hémisphère austral. Du fait du mouvement du Soleil dans la galaxie, on s'attendrait à ce que la plupart des objets interstellaires viennent de la direction inverse. C'est encore une fois peut-être un simple coup de chance, très difficile à dire quand on a seulement 3 objets pour tirer des conclusions. Voilà qui nous amène en tout cas à l'aspect qui est peut-être le plus bizarre d'Atlas, sa chimie. Depuis sa découverte en juillet, l'objet interstellaire a pu être scruté par James Webb, SphereX, Swift, le VLT et bien d'autres.
avec donc de la spectroscopie en infrarouge, ultraviolet et lumière visible. Cela a amené pas mal d'indices sur sa composition chimique et pas mal de questions. La première particularité chimique d'Atlas, c'est sa queue. Elle est presque entièrement composée de dioxyde de carbone. D'autres espèces chimiques sont présentes, comme de l'eau, du monoxyde de carbone ou de l'oxysulfure de carbone, mais le CO2 les domine largement. Le ratio CO2 sur eau est par exemple égal à 8. Il y a 8 molécules de CO2 pour une molécule d'eau dans la queue de l'objet. C'est le ratio le plus élevé jamais détecté, à la fois pour les objets interstellaires, mais aussi pour les comètes du système solaire. Étrangement, le ratio monoxyde de carbone sur eau est lui en ligne avec ce qu'on observe habituellement. Dans tout ce carbone, on peut faire la distinction entre différents isotopes, notamment le carbone 12 et le carbone 13. On peut là aussi déterminer des ratios, et Atlas nous montre ici une normalité presque déconcertante. L'objet a à peu près les mêmes ratios que la matière terrestre. On est donc en face d'une signature chimique familière par certains aspects et très inhabituelle par d'autres. Là encore, la comparaison avec Borisov est très intéressante. La précédente comète interstellaire avait de son côté un ratio monoxyde de carbone sur eau très élevé, supérieur à toutes les comètes connues du système solaire. On est donc en face de deux objets qui ont des comportements cométaires similaires, mais une chimie et donc une histoire assez différentes. Pour Borisov, le ratio élevé de monoxyde de carbone sur eau peut éventuellement être attribué à une formation dans un lieu très froid, peut-être autour d'une naine rouge. Pour Atlas, le ratio de CO2 sur eau montre à l'inverse une irradiation par des processus très énergétiques. L'objet est peut-être passé à côté d'une supernova par exemple. Normalement, on devrait en apprendre plus dans les jours qui viennent. Demain, Atlas passera au plus près de la planète Mars. L'Agence spatiale européenne va en profiter pour jeter un œil avec ses deux orbiteurs, Mars Express et ExoMars TGO. Ces mesures sont précieuses car actuellement la Terre et Atlas sont situés de part et d'autre du Soleil. Et observer un objet diffus avec une boule de feu énorme dans les yeux, c'est pas facile. On pourra reprendre les observations avec les appareils terrestres un peu plus tard dans l'année, mais en attendant ce sont des sondes et orbiteurs qui vont faire le travail. JUICE, l'orbiteur jovien dédié aux lunes galiléennes, va lui aussi prendre part à la chasse. Il devrait être capable de suivre Atlas au moment où l'objet sera au plus proche du Soleil, et donc au max de son activité. Dans les semaines et les mois qui viennent, on devrait donc avoir de nouvelles images, de nouvelles mesures et donc de nouvelles hypothèses sur le milieu de formation d'Atlas et donc son origine. Il serait fascinant de pouvoir par exemple confirmer qu'il s'agit d'un objet du disque épais de la Voie lactée, bien plus ancien que le système solaire. Ce sera également une motivation supplémentaire pour travailler sur des missions d'interception comme Comet Interceptor, pour qu'un prochain objet interstellaire puisse être approché de près et nous donne un avant-goût du voyage interstellaire. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.